Bonsoir Madame, Messieurs, et bienvenue dans ce magazine de débat politique Table Ronde. L'actualité politique, c'est toujours le dialogue initié par le chef de l'État. Nous voulons accorder la parole à tout le monde. Et c'est bien là, nous sommes là pour les consultations. Ça continue. Le chef de l'État, après avoir reçu les confessions religieuses, les personnalités, partis politiques, il a reçu même la délégation du président des groupes parlementaires, des députés nationaux. Déjà hier, mercredi, il avait reçu aussi la délégation des sénateurs. Depuis le début de ces consultations, nous enregistrons de plus en plus de divergences et même de partis qui n'accordent pas de violons. Les cas du groupe parlementaire récemment, le MSR et le PPRD. Effectivement, nous voulons un peu en savoir un peu plus sur la position des uns et des autres, effectivement motivés aussi ce soir. Nous revenons sur ça et nous voulons savoir pourquoi refuser et tourner les dos à une démarche visant l'apaisement, à une démarche qui vise la réconciliation nationale. Effectivement, les uns et les autres vont avancer les raisons. Mais ce soir, nous allons partir du soubassement juridique de la démarche du chef de l'État, savoir un peu si ces consultations se font dans le cadre formel ou informel. Effectivement, comme vous le savez, c'est aussi vous informer que l'opposition politique venait d'exclure quelques-uns de leurs qui avaient accepté d'aller se faire consulter. Pourquoi? Nous en parlons ce soir. Et on reçoit pour l'opposition politique l'honorable Martin Moukonkole. Il est secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement. Honorable, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir, monsieur les journalistes. Vous êtes contre le dialogue? Vous venez de le confirmer. Très bien. Et en deuxième lieu, nous recevons ce soir le professeur Stéphane Nzita Dinzita. Il est président national du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo. C'est un parti du centre, professeur. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes favorable pour le dialogue? Bonsoir, oui, je suis favorable au dialogue. Très bien. Et la majorité présidentielle sera représentée ce soir par le professeur Omeonga Onapudju. Il est secrétaire général adjoint du PRP, le parti politique du musée Laurent Désiré Kabila. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Voilà. La première question, c'est pour tout le monde, les soubassements juridiques de la démarche du chef de l'État, allant même du dialogue, même des consultations qu'il a initiées. Est-ce que, professeur honorable, ces consultations se font dans un cadre formel ou informel? Honorable Martin Moukonkole. Je tiens d'abord à vous remercier, M. John, pour l'invitation que vous nous avez lancée. Je profite pour saluer les différents auditeurs de Congo Web et surtout qui aiment votre émission Table Ronde. Je crois que nous sommes les respectueux des textes. Les consultations telles que menées par le chef de l'État pour le moment, nous ne trouvons aucun soubassement juridique. Parce que nous savons que le chef de l'État, en tant qu'institution de la République, la Constitution a prévu les cadres dans lesquels il doit, en tant qu'institution, entrer en contact avec les autres institutions parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement de ces différentes institutions. Voilà pourquoi nous estimons que ces consultations, ce sont des formalités informelles. Je crois que c'est la liberté du chef de l'État. Il peut, dans un cadre informel, faire ce qu'il est en train de faire. Mais sur le plan constitutionnel, nous savons que le chef de l'État, s'il doit s'adresser aux parlementaires, il passe par les congrès, c'est prévu dans la Constitution. Et nous savons que le chef de l'État a aussi des mécanismes, s'il doit s'adresser à l'exécutif, il a les moyens, la possibilité constitutionnelle, parce qu'il est lui-même le chef du gouvernement, il tient les conseils des ministres conformément à la Constitution. Voilà les quelques conditions qui sont prévues par la Constitution qui permettent au chef de l'État, surtout qu'en ce moment, nous ne sommes pas en état de crise, d'urgence ou d'insécurité pour qu'il arrive à évoquer des moyens non prévus par la Constitution pour avoir les avis des uns des autres. Voilà pourquoi vous avez décliné son invitation, professeur Omeonga. Dites-nous, selon vous, c'est formel ou informel ces consultations du chef de l'État? Bon, je pense que ces consultations sont formelles. Pourquoi? La première chose, c'est que partant même de la loi constitutive, la loi fondamentale, la Constitution, le président de la République peut engager la République démocratique du Congo. Et que quand nous avions un problème à l'Est et qu'on devait signer
un accord avec les Nations Unies pour l'accord cadre et que le président a pris acte et a engagé la République démocratique du Congo. Et dans cet accord cadre, on a demandé au gouvernement congolais de faire certaines choses, entre autres la réconciliation, la bonne gouvernance et la démocratie. Partant de là, le président de la République, dans ces cadres, dans ces cadres de l'accord, dans ces optiques de la loi cadre des Nations Unies d'Addis Abeba, a pris l'initiative constitutionnelle de consulter qu'il veut pour au moins apaiser une situation qu'il trouve par exemple très dangereuse. Moi je crois que ces consultations entrent directement dans les cadres formels si on s'en tient compte de l'accord cadre. Deuxième chose, je pense que l'honorable sait très très bien lui-même que quand il y a un traité qui a été signé par notre pays et que ce traité a une suprématie sur la loi interne, même si aujourd'hui il y a un problème dans la Constitution et qu'il y avait un degré d'un accord, un traité international, je crois que ce traité prend la large ou la suprématie sur le plan interne. Donc le président de la République, en consultant ce qui a été décidé dans l'accord cadre et dans les différentes résolutions des Nations Unies, est dans une situation formelle de consultation. Alors, professeur Stéphane Nzita, vous êtes du centre entre les caractères formels et informels de ces consultations. Que dites-vous? Bon, nous pensons que ces consultations ne sont ni formelles et non informelles, mais plutôt c'est un devoir moral. Il faut le dire que notre pays traverse une situation très difficile et que le président, dans le cadre de la réconciliation nationale, cherche de trouver un consensus. Vous savez qu'on ne doit pas être aveugle et de comprendre que au mois de janvier, tout pouvait arriver. Alors, on ne doit pas éviter l'évidence. Donc, le dire que c'est formel serait un peu l'application tardive de l'accord d'Addis Abeba. Et serait un peu troublant de croire que c'est maintenant qu'on va l'appliquer pendant que nous sommes à 2 minutes des élections, dont le calendrier du reste est déjà là. Mais quand les peuples se retrouvent, donc on parle de 4 choses à la fois. Nous parlons des élections, d'où un calendrier qui est problématique. Nous parlons des dialogues pour trouver un consensus. Et nous parlons des consultations, peut-être qui est le prélude de ce qui va se faire. Et finalement, nous parlons du respect de la Constitution. Donc, il faut que quand nous discutons, nous sachions de quoi nous parlons exactement pour ne pas créer, ne pas organiser une désorganisation délibérée. Pourquoi? J'aimerais que nous puissions réfléchir un peu autour de ces concepts dialogue, professeur. Qu'est-ce que ça représente pour une nation, pour une démocratie, par exemple? Et à quel moment faut-il où on peut parler de la nécessité dans un État ou de l'opportunité d'aller dans un dialogue? Monsieur John, il faut d'abord comprendre que nous sommes dans un État démocratique, notre pays. Et nous avons une constitution qui a défini les règles des jeu et les possibilités, les modalités d'accéder à la gestion d'un organe ou d'une structure connue. Donc, pour devenir aujourd'hui chef de l'État, il est dit qu'on doit organiser des élections. Pour devenir aujourd'hui député, on doit organiser des élections. Pour devenir gouverneur, on doit organiser des élections. On a défini les modalités de fonctionnement des différentes structures de la République. Et à ce moment-là, l'accession à ces différentes responsabilités oblige chacun qui accède de pouvoir accomplir un programme d'action qu'il a promis à notre peuple à chaque niveau en respect des textes de la République, en commençant par la Constitution et les autres lois de la République, sans pour autant oublier les traités et les autres accords internationaux qu'on signerait. Mais nous nous retrouvons ici, vous me demandez si nous pouvons parler de la nécessité d'un dialogue. Oui, quand est-ce qu'il y a un dialogue? C'est-à-dire quand on constate qu'à un certain moment, les institutions de la République qui ont la responsabilité constitutionnelle n'arrivent pas à exécuter ou exercer pleinement les attributions leur reconnues par la Constitution. Et à ce moment-là, on se retrouve qu'il y a un problème, il y a une crise, il y a nécessité de pouvoir
se mettre d'accord pour parler. Or, dans l'état actuel des choses, nous avions, après les élections de 2011, nous avions estimé qu'il y avait un problème qui nécessitait qu'on se mette autour d'une table. Enfin, qu'on arrive à aplanir les quelques divergences qui étaient venues ou qui étaient nées de ces différentes élections. À son temps, on n'avait pas trouvé l'opportunité de pouvoir dialoguer. Et aujourd'hui, nous estimons que ce terme dialogue-là n'a pas sa raison d'être parce que nous avons des institutions qui sont fonctionnelles à qui on doit demander à chacune des institutions qu'avez-vous fait en rapport à vos missions. Que chacun fasse son travail. Professeur Omeonga, contexte qu'il y a nécessité d'un dialogue ou de dialoguer dans une nation. Oui, permettez-moi, John, je revenais juste pour une seconde pour l'argumentaire de mon collègue Zita. Quand il dit que non, le problème formel et que l'application tardive, non. On peut. Est-ce que la question est que même c'est tardive ou avant, est-ce que ce que fait le président entre dans un cadre formel? Si on applique maintenant ou on devait l'appliquer, ça, ce n'est pas un problème. Le problème est quand on l'applique même maintenant, est-ce que c'est formel ou pas? C'est ça la question que l'on peut demander. Donc dire que non, c'est l'application tardive qui vous inquiète, ce n'est pas quand même quelque chose d'important. Alors pour revenir à votre question, vous savez, les dialogues, on ne peut pas entrer dans des définitions sémantiques du dialogue, mais les dialogues, souvent, c'est une étape qui précède peut-être la négociation. C'est-à-dire que c'est une étape où on doit en fait rapprocher les points de vue des gens pour essayer d'apaiser le climat qui est tendu. Et que le président de la République, vu la position de l'opposition, je suis très étonné que l'honorable Makopole ne trouve pas qu'on était dans une situation de passe où il y avait les problèmes de calendrier électoral qui était au moins global, comme vous l'aviez accepté, mais l'organe technique a donné aussi 23 contraintes qu'il fallait éviter. Et vous avez dit qu'il fallait aussi ajouter quand même les gens qui devaient être la majorité, les enfants qui étaient au moins de 17 ans à cette époque-là. Donc il y avait un problème de discussion et que le président a trouvé comme dans ses attributions constitutionnelles garanties à la nation, que si nous partions dans ce sens-là, il pourrait arriver à des problèmes ou des négatifs. C'est pourquoi il a pris l'initiative, comme on dit, de la météorologie politique. Il a fait la lecture prospective en disant que si nous partons comme ça, même si je suis vers la fin du mandat, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes avant et après des élections comme c'est passé avant. Cette fois-ci, il a dit, bon, je veux quand même avoir un consensus national sur les problèmes électoraux, sur les calendriers, sur les problèmes de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs. Alors, je ne vois pas quoi on ne peut pas voir cette opportunité avant les élections, monsieur l'honorable. Comment vous dites qu'il n'y a pas la nécessité? Maintenant, là, si nous partons dans ces conditions aux élections et qu'il y a des bagarres, il y a des problèmes, vous serez les premiers à dire que non, les élections sont contestées parce qu'on a fraudé, Mais si maintenant nous partons ensemble sur la même logique électorale, on disait que non, nous faisons ça, et là, on voit qu'on met déjà des garde-fous qui devaient garantir tout le monde avant les élections. Professeur Nzita. Et après les élections. Professeur Nzita, que pensez-vous de la nécessité d'un dialogue dans un État ou dans une nation, disons ça comme ça? Écoutez, John, nous confondons ici dialogue et consultation que les chefs d'État font maintenant au Palais du Peuple. Je suis convaincu que c'est dans le cadre moral, ce n'est ni formel et ni informel. Donc, dans le cadre moral, c'est une obligation peut-être morale d'un chef qui dit, écoutez, je vois que le village a besoin de l'ordre. Dialogue, c'est quoi? Ce sont des échanges francs entre les membres d'une même société, dans les cas échéants, et qui disent, voilà, nous devons parler de certains sujets précis. Là, nous sommes d'accord qu'il y ait dialogue. Mais cela ne veut pas dire que dialogue égale marcher contre certains contrats sociaux que nous avons déjà, et dialogue ne peut pas en aucun cas remplacer une constitution d'un pays, par exemple. Donc, dialoguer, oui, mais c'est dans les permettre autorisés par rapport au contrat social que nous avons déjà. Donc, moi, je pense que, oui, dialoguer, c'est à tout moment qu'on peut dialoguer. Mais est-ce que c'est un impératif maintenant, ces dialogues?
Ces dialogues, je pense qu'aujourd'hui, écoutez, qu'on se dise la vérité, oui, c'est un impératif dans le sens où le calendrier nous proposé par la CENI, je ne cesse de le répéter, est à la fois inconstitutionnel. Ben, allons maintenant avec ce dialogue. Pourquoi? Parce que la CENI ne peut pas en aucun cas exclure les Congolais qui n'étaient pas la cause de ces retards. Donc, nous parlons des arriérés. Pourquoi ces arriérés? Qui en est l'auteur? Alors, il est en train de faire ce que moi j'appelle un terrorisme politique, un coulouna politique, où nous avons des gens qui n'étaient pas l'auteur de ces retards, maintenant sont exclus. Je parle de nouveaux majeurs et je parle des Congolais qui sont à l'étranger. Alors que la condition est claire, tout Congolais est égal devant la loi. Sur quelle base juridique la CENI exclut ces gens-là? Donc là, ce n'est pas un problème, même si on allait. Maintenant, vous savez que la répartition des sièges qui devient un problème intéressant. Mais vous savez qu'elle est basée sur, pardon pour le point de certaines élections, basée sur le nombre des électeurs inscrits. Alors que la réalité de 2006 était différente. Et jusque-là, maintenant, vous allez avec cette inadéquation, vous continuez à persister. Donc, encore là-bas, nous sommes en train de continuer dans la même erreur. Ici, la CENI doit être honnête, comprendre qu'elle a commis des erreurs, et maintenant, ce n'est pas que 2 erreurs vont rendre la chose correcte. Donc, dire maintenant qu'il y a eu erreur, donc, exclusons les autres, créer d'autres problèmes. Non. Honorable Mukonkole, maintenant, qui doit réfléchir ou trouver des solutions aux problèmes liés au processus électoral? Il y a le calendrier électoral, ça a été évoqué par les 2 professeurs ici. Selon vous, comment trouver des solutions à ces problèmes si ce n'est pas dans un dialogue? Messieurs les journalistes, nous l'avions bien dit. Dans notre introduction, nous avions dit que nous avions des institutions de la République. Chacune des institutions a des attributions lui reconnues par la Constitution. C'est pourquoi je vous avais dit que nous ne voyons pas le pourquoi et la nécessité d'un dialogue, parce qu'on ne voit pas qu'il y a un problème. S'il y a un problème au niveau du gouvernement, le chef de l'État n'a qu'à donner des orientations pour qu'on corrige. S'il y a un problème de bonne gouvernance, c'est le gouvernement qui doit avoir l'impulsion du chef de l'État pour corriger cette mauvaise gouvernance. S'il y a un problème de l'insécurité, c'est au chef de l'État de demander au gouvernement de mettre fin à l'insécurité. Parce que c'est dans les attributions du gouvernement. Mais ici, nous vous avions dit que nous avions une institution d'appui à la démocratie. La CENI a publié son calendrier, les 12. Et l'opposition a donné une contre-proposition en stigmatisant que le calendrier, il n'était pas d'abord un calendrier réaliste. Ce n'était pas un calendrier... C'est un calendrier anticonstitutionnel. Nous avons évoqué tant de problèmes. Et la CENI elle-même, elle était même très maligne. Elle a dit, malgré que je vous publie ce calendrier global, mais je vous présente les contraintes. Que si vous ne tenez pas compte de ces contraintes, et la CENI a même identifié qui sont ceux qui doivent tenir compte de ces contraintes, le gouvernement est impliqué, la présidence impliquée, le Parlement impliqué. Et aujourd'hui, les choses nous donnent raison. Nous avions déjà commencé. Et je ne veux pas que vous parlez du dialogue ou des négociations. Je souhaite que vous puissiez peut-être parler d'une commission tripartite qui est déjà mise en place par la CENI, composée de membres de la CENI, de la majorité et nous de l'opposition. Nous l'avions déjà, nous avions commencé quand M. Labbé, le président, était encore à l'extérieur, par une vidéoconférence. Nous nous sommes mis d'accord avec lui. Nous nous sommes retrouvés devant les bureaux de la CENI. En face de nous, c'était la majorité qui était conduite par le secrétaire général adjoint Chadari. Et de l'autre côté, nous étions de l'opposition et nous nous sommes mis d'accord avec M. Labbé pour dire, de retour au pays, nous relançons ces travaux de pouvoir harmoniser les points de vue qui ont été soulevés par notre mémo, par notre contre-proposition. Voilà le seul cadre dans lequel nous pouvons. Qu'est-ce que nous demandons aux uns et aux autres? Qu'on ne fasse pas de l'amalgame, qu'on ne vienne pas embrouiller des pistes. Le véritable problème que nous avons, c'est un problème du calendrier électoral qui n'est pas réaliste par rapport au délai constitutionnel. Nous avions fait une contre-proposition, qu'on se mette d'accord. Nous avions déjà commencé ces négociations, nous avons déjà commencé ces discussions-là. On continue avec ces discussions et on trouverait une solution. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'honorable Mukonkole? Pas du tout, pas du tout, parce que ça me surprend que l'honorable pourrait parler comme ça. Quand il dit
est-ce qu'on aura... Vous ne savez pas que la Constitution de la République reconnaît au chef de l'État les attributions de consulter en cas de la patrie en danger. Parce qu'il a quand même... Il est le garant de la nation. Vous reconnaissez que la patrie est en danger? Non, à quel niveau? Non, j'ai dit ceci. À quel niveau? Non. Oui, mais ça c'est pour vous donner quand même de la matière. Non, pas la matière, au contraire. C'est vrai que vous donne la matière. Je disais si c'était un exemple. Parce que la Constitution reconnaît au président de la République, en cas de patrie en danger, de prendre certaines mesures ou de consulter. Est-ce que c'est le cas maintenant? Non, écoutez-moi, monsieur Honorable. Comment finalement? Pourquoi vous êtes agité? Non, je ne le suis pas. Pourquoi vous êtes agité? Je ne le suis pas. Voilà ce qui vous intéresse. J'enlève la patrie en danger. Merci. Quand le président constate qu'il y a une situation qui pourrait amener à des troubles, qui pourrait déranger la quiétude des Congolais, qui déjà amené à l'insécurité, la Constitution lui permet de consulter, de maîtriser des situations quelconques. Et ça, c'est constitutionnel. Vous ne pouvez pas quand même aujourd'hui, en tant qu'honorable, ne pas méconnaître cette attribution au président de la République de consulter au moment où il voit qu'il y a des troubles. Et vous avez aussi une lecture très classique du pouvoir. Parce que le président sait très bien qu'en consultant tout le monde, comme il est tenté de faire, il prend des avis, considérations de tout le monde. Ce n'est pas seulement des parlementaires. Et vous autres, vous savez comment vous avez été élus. Et que ce n'est pas seulement le gouvernement. Et ce n'est pas seulement la présidentielle. On peut consulter d'autres couches très importantes qui peuvent aussi amener d'autres considérations pour la paix, pour la sécurité. Alors il ne faut pas parler de tout simplement d'une commission tripartite. Ça c'est vraiment le pouvoir classique. Mais maintenant, tout doit changer parce qu'il y a une autre dynamique qui pourrait aider le chef de l'État à voir la situation réelle du pays et prendre des mesures appropriées. Alors, je suis très surpris quand Honorable voit que ce que fait le président de la République aujourd'hui des consultations est inconstitutionnel. Or, s'il est le garant de la nation, et ça c'est constitutionnel, les consultations ne disent pas que c'est inconstitutionnel. Et je termine par là en disant, quand on dit les dialogues, comme mon ami Zita dit que non, il ne faut pas que les dialogues soient contre les contrats sociaux, non. Les dialogues ici, ce n'est pas anticonstitutionnel. Les dialogues, on dit, on ne part pas au dialogue pour aller violer l'ordre établi. C'est-à-dire d'aller tout simplement prendre des avis considérations des parlementaires, des professeurs, des religieux, des sociétés civiles, des chefs coutumiers et d'autres personnes, par exemple, les partis politiques non parlementaires, c'est une couche très importante qu'on voudrait quand même contourner. Je crois que ça, ce n'est pas anticonstitutionnel, ce que fait le président de la République. Je veux savoir dans quel niveau les dialogues est anticonstitutionnel. Il va vous répondre. Professeur Nzita, est-ce que doit-on confier tous les problèmes que vous avez évoqués liés au processus électoral à une simple commission tripartite comme le souhaite l'honorable ou organiser un dialogue autour duquel on doit discuter de ces problèmes-là? Écoutez, l'honorable a dit des choses qu'on a omises ici, qui sont importantes. La première, c'est qu'il a dit que nous avons fait une contre-proposition. Ce qui est effrayant ici, c'est la surdité de la CENI et la qualité sélective de ce qu'on a dit. Nous, même, à la majorité morale, et j'ai une structure de réflexion, nous avons fait une contre-position en montrant qu'on ne peut pas arriver aux élections municipales, locales, ainsi de suite. Et lui n'a pas le droit maintenant de scinder, de dire que voilà, vous aurez une élection provinciale, mais puis d'un coup, il n'y a pas d'autre. Donc on savait que là où on est, c'est que nous étonne qu'on est étonné. Parce qu'il n'y avait pas ces départs réalistes. Maintenant qu'on est là, la question, l'honorable ne dit pas que voilà, je vais que... Non, ce qu'il dit d'abord, que ce qui nous étonne, c'est un certain entêtement qu'avait eu la CENI, excusez-moi, une arrogance inacceptable. Elle est tout droit au mur. On nous parle qu'elle a de l'argent, qu'elle a tout. Mais nous voyons que quand on regarde, on voit une coquille vide. Ça que nous reprochons. Donc maintenant, ce que le chef de la fait, j'espère que ça va aboutir à voir un peu la vraie couleur des Congolais. Parce que les Congolais politiques ont la capacité de caméléon, de changer rapidement et de se conformer à la température. Mais faut-il une commission tripartite
tripartite ou un dialogue? Je pense qu'il faut un dialogue dans le sens où il y aura un peu plus de son de cloche. Parce que moi, je continue à croire que, écoutez, les élections de 2011 étaient mal parties, tout le monde l'a dit, et j'avais dit à son temps que les gens qui